Cette émission avec les critiques ciné de Pierre. Aujourd'hui, tu t'es intéressé à 2 films et on commence par un film français, Aimer, boire et chanter. Aimer, boire et chanter, ouais, le fameux dernier film d'Alain Resnais, sorti donc de manière posthume. Alors Alain Resnais, on l'a déjà cité ici, on lui doit principalement les chefs-d'œuvre Hiroshima, mon amour, Mon oncle d'Amérique ou Nuit et brouillard, mais aussi des films un peu plus légers comme On connaît la chanson ou le diptyque Smoking, No Smoking. Alors jusqu'à la fin de sa vie, il aura été extrêmement productif, ça s'est même accéléré un peu ces dernières années avec un film par an, certainement qu'il devait sentir le moment fatidique arriver. Ça n'a pas toujours été pour le meilleur, on se souvient de son film précédent, Vous n'avez encore rien vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi je l'ai vu, j'ai trouvé ça pas terrible. Non, j'ai encore rien blague, vu. Voilà. 5 minutes de blague. Non, c'est bon. Okay. C'est bon. Voilà, donc c'était vraiment pas terrible et beaucoup d'ailleurs ont été déçus. Alors avec Aimer, boire et chanter, on est de nouveau dans une adaptation de pièce de théâtre, mais cette fois-ci plus Jean Anouilh, comme dans Vous n'avez encore rien vu, mais le britannique Alan Ayckbourn. Alors Alan Ayckbourn, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est pourtant le dramaturge le plus joué au monde, dramaturge anglais le plus joué au monde après Shakespeare. Ah, après, j'allais dire. Après Shakespeare, voilà, ce qui est quand même pas mal. Mais en réalité, c'est surtout car ces pièces abordent des thèmes légers et un nombre de personnages assez idéal pour des ateliers théâtre, ce qui fait que c'est des pièces qui se prêtent bien pour des ateliers théâtre ou des petits spectacles. D'accord. Comme ça. Voilà. Ça passe crème, quoi. Ça passe crème, voilà, c'est ça. Alors, après Cœur et Smoking, No Smoking, c'est donc la 3e adaptation d'Ayckbourn par Resnais. On est donc, comme on l'a dit, dans quelque chose de plus léger et grand public avec des guillemets que sa variation sur Eurydice dans Vous n'avez encore rien vu. Alors ce film, comme la pièce dont il s'inspire, raconte l'histoire des derniers jours d'un homme malade qui tente, à travers les répétitions d'une pièce, de séduire 3 femmes faisant partie de ses couples d'amis. Alors chose particulière, la théâtralité est assumée à 200%. Les acteurs jouent comme au théâtre, mais en plus tous les décors sont en carton-pâte avec de simples toiles pour suggérer les murs. Et toujours le même point de vue, plus ou moins resserré, on ne voit jamais le fameux 4e mur où se trouverait en tout cas le public. Alors ça se passe en banlieue de Londres, on le rappelle assez souvent dans le film avec des dialogues, ne serait-ce qu'avec le nom des personnages qui sont ultra british, même s'ils parlent un français des plus français. Alors en dehors de ces plans de scène de théâtre qui composent donc 95% du film, on a quelques plans de route près de Londres, tandis que les changements de lieu nous sont annoncés par une musique propre à chaque décor, il y en a 3 ou 4 décors différents, ainsi qu'un dessin signé Blutch figurant le lieu de l'extérieur. Bon, déjà problème, c'est très théâtral. Alors c'est assumé, c'est super assumé certes, mais on dirait que Resnais n'est plus allé au théâtre depuis 20 ans, c'est incroyablement kitsch, ça montre une image très désuète du théâtre, des années-lumière de la réalité. Et ensuite, c'est toujours la même question, pourquoi Resnais n'a pas mis en scène ce texte au théâtre ? Pourquoi un film ? Déjà, dans Vous n'avez encore rien vu, il y avait une mini-réflexion sur les comédiens et le théâtre qui pouvaient éventuellement légitimer une version cinématographique plutôt que scénique. Mais ici, on ne comprend pas. On s'ennuie, mais pas parce que c'est mauvais, le texte est plutôt drôle, l'histoire intéressante, les acteurs sont pas tous catastrophiques. Mais ouais. Pas tous. On reviendra dessus. Mais le média ou le médium n'est clairement pas adapté. Et quoi qu'on en dise, il aurait été plus agréable de voir une pièce qu'un film. Mais bon, ça aurait été moins original aussi. Alors ensuite, on a l'éternel truc de la mise en abîme théâtrale. Des personnages de théâtre ou de cinéma qui parlent de théâtre, des comédiens qui jouent des comédiens. On sait que c'est un truc qui tient à cœur à Resnais, mais quand même, tous ses précédents films parlent de ça. Et depuis Shakespeare, c'est une problématique qui est explorée et explorée. Rien de très neuf sous le soleil, en somme. Ensuite, il y a des acteurs. On sait que Resnais, à l'instar de Ruquier ou de Canet, fonctionne par bande. Et donc ici, on retrouve une grande partie de la bande à Resnais. Alors, il n'y a pas Pierre Arditi ni Lambert Wilson, mais il y a André Dussolier, Michel Vuillermoz, Hippolyte Girardot, Catherine Silol et bien sûr Sabine Azéma. Une petite nouvelle aussi se joint à la bande, Sandrine Kiberlin. Alors, seuls Vuillermoz et Hippolyte Girardot sont vraiment bons, les autres ont tendance à en faire un peu trop. Surtout Sabine Azéma, mais ça c'est pas vraiment nouveau ces derniers temps. Ah, Sabine Azéma. Ouais. T'as aimé le film, hein ? Je pense que tu souffles. Ouais, j'ai adoré. Alors globalement, on est vraiment face à un petit film d'Alain Resnais dont on ne se souviendra pas, si ce n'est car c'est son dernier film. Avec Aimer, boire et chanter, dont le titre semblait pourtant annoncer une ode à la vie. Il s'agit en fin de compte d'une ode à pas grand-chose. Un petit film sans ambition, comme on dit, mais dont on regrettera justement ce manque d'ambition. Car s'il est formellement étrange, c'est en effet l'ultra-théâtralité qui est aujourd'hui complètement vue et revue, de Godard à Lars von Trier, en passant par Resnais lui-même, qui a fait des choses beaucoup mieux sur le sujet dans ses anciens films. Aimer, boire et chanter arrive beaucoup trop tard pour être novateur et n'apporte malheureusement plus rien. Après, pour ce qui est d'histoire, elle est certes plaisante, l'esthétique avec les dessins et la musique n'est pas si mauvaise,
Mais quand même, le problème c'est qu'on s'ennuie. Dommage, j'aurais bien aimé lui me donner plus, mais je crains qu'avec un 4 sur 10, ce soit Oula. déjà bien. Oula, quand tu mets 4 sur 10 en général, là, c'est. Moi, j'ai déjà mis pire, hein. T'as déjà mis pire. Non. Ouais. Si, Pire si, que si, 4 si. sur 10 Moi, j'ai déjà mis 3, ouais. J'ai mis un 3, même un 2, je crois. J'ai mis un 2 déjà. Oh. Ouais, t'as fait les 2, ça 3 devait pas moins être bon, 1. ça. Ouais, ça devait être un peu. Ok, 4 sur 10, aimer boire et chanter. Voilà. d'Alain René, on d'Alain continue. René. Il y a des meilleurs films d'Alain René à voir en DVD qui sont Voilà. très très bien, que je vous invite à voir plutôt que d'aller voir ce film. On dirait qu'il avait envie de s'amuser, qu'il s'est dit hop, on va faire un film, allez, mais sans Ouais, vraiment. voilà. Genre entre amis quoi. Mais du Voilà, coup, nous, c'est un peu ça. pas très intéressant. Tu te sens trop extérieur au film. À moins que tu sois super pote avec un des acteurs, sinon. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Ok. Allez, on enchaîne avec En tout Nebraska. cas, on aura noté que tu aimes bien Sabine Azema. Voilà, j'adore. Voilà. Fan absolu. Enfin, on sait surtout en ce moment en fait qu'elle est pas On peut terrible. pas se retenir. Ouais, voilà. Là, tu sens. Punaise, là, c'est pas. Nebraska. Nebraska, c'est l'autre film que j'ai vu cette semaine. C'est donc le nouveau film d'Alexander Payne, un film en noir et blanc qui raconte l'histoire d'un vieil homme, Woody Grant, persuadé qu'il a gagné $1 million à un jeu par correspondance et qui convainc son fils, David, de l'emmener à Lincoln pour récolter son prix. Alors c'est donc un film d'Alexander Payne, de qui on doit Sideways, Monsieur Schmidt ou encore The Descendants avec George Clooney, sorti il y a 3 ans. C'est un bon réalisateur et en somme, il nous a habitués à des films pas trop mal. Mais là, avec Nebraska, il signe pour moi vraiment son chef-d'œuvre, en tout cas pour l'instant. Déjà, c'est brillant au niveau du casting. On retrouve Bob Odenkirk, le fameux Saul Goodman de la série Breaking Bad, qui est toujours génial, mais ici dans un rôle plus sérieux et très fin du deuxième fils de Woody, le frère de David, qui commence doucement à percer à la télé. Il présente en remplacement le JT sur une chaîne locale. Il est tantôt désagréable, tantôt attachant et surtout très vrai. On a rarement vu une relation fraternelle au cinéma aussi bien décrite. C'est moins conflictuel que ce qu'on a l'habitude de montrer au cinéma. Il aime son père et son frère, mais en même temps il sent que son père vieillit. Il n'a pas forcément le temps et l'envie de s'en occuper, mais en même temps il est partagé. Bref, c'est un personnage très humain, très vrai, à l'image de tous les personnages du film. La pratiquement inconnue June Squibb, 84 ans, est incroyable dans ce rôle de mère qui souhaite tout contrôler et d'apparence très aigrie mais qui en fin de compte est incroyablement aimante et sympathique. Un rôle qui lui a d'ailleurs valu une nomination à l'Oscar de la meilleure actrice. Et à nouveau, elle campe un personnage qui est vraiment très vrai. Elle ne fait que critiquer son mari, mais pourtant elle l'aime, ça ne fait aucun doute. Et il y a aussi plein de rôles secondaires tout aussi incroyables, mais surtout 2 grands premiers rôles. Will Forte tout d'abord, qui joue David Grant, le fils. Très touchant dans sa relation avec son père, dont en fin de compte, il se rend compte qu'il ne sait pas grand chose, mais que ce road trip va le rapprocher. Excellente interprétation également, mais surtout c'est Bruce Dern qui joue donc Woody Grant. Bruce Dern, on l'a un peu oublié aujourd'hui, mais c'est un grand acteur de cinéma, notamment dans les années 60-70, en particulier dans les westerns où il joue souvent des méchants, dans Pandéléo et Court par exemple, ou dans Willy Penny et le Solitaire. Alors Bruce Dern est vraiment incroyable, bluffant dans ce rôle. Il joue ce vieil homme, Woody Grant, qui commence à avoir Alzheimer ou quelque chose comme ça, et qui semble complètement en décalage avec la réalité, et qui reçoit donc dans sa boîte aux lettres un courrier disant qu'il a gagné $1 million à un jeu par tirage au sort, dont on voit à 100 km qu'il s'agit d'une arnaque. Tout le monde lui dit, sa femme, ses enfants, mais pourtant il ne démord pas, il veut aller à Lincoln récupérer son $1 million. Après l'avoir vu plusieurs fois errer le long des routes, son fils prend pitié de lui et décide de l'emmener. Et ensemble, ils vont traverser tout le Midwest pour aller jusqu'au Nebraska. Mais surtout, ils vont faire un arrêt en route chez le frère de Woody dans leur village natal. L'occasion pour Alexander Payne de filmer un village rural des États-Unis contemporains comme on ne l'a jamais filmé au cinéma. Un Nebraska qu'Alexander Payne connaît bien pour y avoir grandi, et ça se voit. Ces personnages ne sont ni des rednecks bouseux, ni des héros solitaires. Les familles qu'ils montrent ne sont ni ultra conflictuelles, ni absolument parfaites. Ce sont des personnages simplement, brillamment et génialement ordinaires pour une petite ville du Nebraska. Et pas très éloignés en fin de compte des gens d'une petite ville d'Alsace, d'Ardèche ou d'ailleurs. Une réunion de famille improvisée se rassemble autour de Woody. Tous ses frères et sœurs encore en vie sont là, leurs conjoints et les quelques enfants qui vivent encore avec eux sont là. La moyenne d'âge est de 80 ans, les discussions sont rares, mais le silence est comblé. La scène de repas de famille, celle du match de foot à la télé, ou encore celle dans laquelle les cousins tentent de discuter ensemble alors qu'ils n'ont aucun point commun à part d'être de la même famille, tout cela est criant de vérité et aussi incroyablement drôle dans la manière dont c'est montré. Et c'est d'ailleurs encore plus drôle car on s'y reconnaît tous un peu quelque part. De même que la petite ville, que la ville, ses habitants, leurs habitudes est montrée d'une manière qui semble très juste, presque documentaire. C'est drôle, c'est touchant et c'est pas du tout méprisant pour ces gens-là qui sont montrés avec beaucoup de tendresse et d'amour. Et en plus, ça donne envie de visiter ce Midwest rural. Car aussi, c'est très très bien filmé. C'est un beau noir et blanc, avec des plans aussi simples que magnifiques, et des décors à l'image des personnages, beaux car naturels et ordinaires. On n'est ni chez Terrence Malick, ni dans un documentaire Ushuaïa.
Les paysages ne sont pas à couper le souffle, c'est globalement des champs avec des vaches. Alors je sais pas vous, moi j'aime bien me promener comme ça dans la campagne, en Alsace ou ailleurs, voilà. Et quand je vois des champs de blé ou de maïs se perdre à l'horizon, des pâturages vaguement peuplés de quelques vaches bicolores, je vais pas dire que c'est magnifique, j'ai pas envie d'en faire une carte postale, c'est ni la Méditerranée ni les Alpes, mais pourtant d'une certaine manière c'est calme, reposant et c'est beau. Exactement comme le Nebraska d'Alexander Payne. D'ailleurs je pense qu'il a voulu filmer la campagne d'où il vient en quelque sorte et les gens qui y vivent dont il faisait partie. Alors qu'on se le dise, il n'y a aucune gueule de cinéma dans ce film, pas des personnages particulièrement beaux, sexy ou virils, que des gens normaux avec leur beauté et leurs imperfections. En cela, c'est donc un très très beau casting, dont à nouveau, au risque de radoter, le summum est atteint avec la performance de Bruce Dern, ne serait-ce que physiquement, sa manière de se déplacer, mais aussi ses comportements, ses réactions, les moments où il est un peu perdu, les réponses laconiques qu'il donne à certaines questions pourtant essentielles, et l'obstination complètement incompréhensible qu'il a pour ce $1 million. Même si on se demande d'ailleurs s'il croit vraiment avoir gagné ou bien simplement s'il a besoin d'un objectif, de quelque chose à faire, d'un endroit où aller pour se raccrocher à la vie. Et enfin, on dirait pas comme ça, mais c'est un film très drôle. Déjà, les personnages sont hilarants, surtout Woody et sa femme Kate, et puis certaines situations sont vraiment géniales. Beau, drôle, touchant, mais surtout vrai et humaniste en un sens. Vraiment, allez le voir, faites un tour au Nebraska, rencontrez Woody, son fils David, traversez avec eux 4 États du centre des États-Unis, faites un stop à Hawthorne et rencontrez toute la famille, les oncles, les tantes, les cousins, faites la rencontre des amis d'enfance de Woody, ses amours de jeunesse, la terre qu'il a vu grandir, et puis repartez pour Lincoln ou ailleurs. Bref, allez au cinéma, je ne saurais que vous y encourager, et je lui mets un 9,5 sur 10. Oh là là. Oh, Ah, 9,5. c'est un bon proche film. de la perfection. Ça, c'est un très bon film, Nebraska, donc conseillé par Pierre. 9,5. Voilà. Voilà, allez le Je voir. crois que c'est la notre avis. meilleure C'est note. Hein. un beau film. J'ai déjà mis un 10 sur 10. Ah oui, t'as mis un 10, Inside oui, c'est vrai. Llewellyn David. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà, qui avait eu 10 sur 10, là 9,5 sur 10. Entre les deux, ton cœur balance, allez, dis-le. Oui, bah, je préfère quand même Inside Llewellyn Davis, mais c'est un vrai chef-d'œuvre, Nebraska. C'est un très très beau film, vraiment bouleversant, je trouve. D'accord. Bouleversant dans sa simplicité. C'est ça qui Voilà, est fort. c'est ça. Il est différent des autres films, il est simple, il est Il est vrai. simple, il montre des choses. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ça respire d'un naturel, d'une vérité, et ça. Et en même temps, c'est pour ça que c'est touchant, parce que ces gens, ils sont pas extraordinaires, quoi. Et c'est pour ça qu'ils sont géniaux. Voilà. Nickel, très bon résumé de Nebraska. Merci Pierre pour tes critiques. Il est l'heure d'écouter un peu de musique avec Nina Simons, Feeling Good, extrait toujours de la BO d'Intouchable. Et on se retrouve juste après pour les news ciné. Enfin, le quiz. Vous êtes à égalité 4 partout, là-bas le sang.